Bonjour et bienvenue sur Dukascopy TV, je suis Matt Jones. Ce dernier jour de cotation, je reçois par téléphone Frédéric Ducrozet pour aborder les points clés de la semaine écoulée. Alors Frédéric, commençons par les données américaines parues mardi. La croissance trimestrielle du PIB s'est établie à la marque assez solide de 3,9%. Vous attendiez-vous à un chiffre pareil? Et puis, pourriez-vous analyser le chiffre de la confiance des consommateurs qui a chuté à 88,7? Sans aucun doute, l'économie américaine jouit d'un élan très fort. Les données de la croissance du PIB du troisième trimestre se sont révélées plus fortes qu'anticipées, notamment du côté de la consommation qui a cru à un rythme très adéquat. Je ne crois pas que le rythme de croissance dans le secteur de la consommation et celui des investissements des entreprises puisse être très durable. Il est peu probable que le rythme actuel soit maintenu au cours des 2 prochaines années. Pourtant, cela suggère que l'économie américaine est très résistante face à toutes sortes d'incertitudes dans la zone euro et en Asie, car les événements des quelques dernières semaines n'ont pas eu d'impact immédiat sur la devise américaine qui se porte très bien en ce moment. Les données sur la confiance des consommateurs ont été assez surprenantes cette semaine, car elles se sont avérées plus faibles que prévu, mais je crois que ce n'est qu'une faiblesse provisoire, car le recul des prix du pétrole et de l'essence se reflète sur l'économie et notamment sur la confiance des consommateurs. Ensuite, nous avons appris le PIB britannique mercredi. La croissance de 3% s'inscrit-elle dans les cibles fixées par le Royaume-Uni et qu'est-ce que cela signifie pour l'économie dans son ensemble? L'économie britannique est également très résistante, un peu comme celle des États-Unis, mais ces données sont un peu plus basses sur le plan de la croissance annuelle du PIB et constituent à peu près 3%. C'est un résultat suffisant pour que la Banque d'Angleterre envisage des perspectives économiques plus optimistes et l'amélioration générale au niveau des conditions financières et du budget. Il ne faut pas oublier que le Royaume-Uni est beaucoup plus dépendant de ce qui se passe dans la zone euro. Le pays est très exposé aux risques qui s'annoncent à l'horizon de la zone euro dans quelques prochains trimestres. Et si tous ces risques se matérialisent, la croissance britannique va sûrement se ralentir. Enfin, aujourd'hui, l'on a appris le taux de chômage et le taux d'inflation de la zone euro. Pourriez-vous nous dire plus de ces deux résultats? Les données du chômage se sont révélées un peu décevantes en Italie, peut-être dû au secteur intérimaire. Le chiffre se maintient toujours bien en dessus de la marque de 12%, ce qui est un taux très alarmant. Cela signifie que l'activité économique est très faible, non seulement en Italie, mais aussi dans le reste de l'Europe du Sud. Les données de l'inflation, qui sont le principal moteur de la politique monétaire à court terme, ont été tout à fait conformes aux attentes, voire plus fortes que prévues, si nous parlons des chiffres nationaux publiés en Allemagne et en Espagne. De toute façon, le taux de 0,3% est très bas pour la zone euro et bien inférieur à la cible de la BCE. C'est-à-dire que la pression exercée sur la Banque centrale va demeurer très élevée à la veille de la réunion de la semaine prochaine. Je dois vous avouer que nous ne savons pas encore ce que la BCE va dire ou faire, mais nous nous attendons à une allusion bien plus concrète aux futures mesures de relance, notamment sur le plan du programme d'achat d'actifs. Frédéric, merci beaucoup de votre participation. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon week-end.